Bonjour et bienvenue à cette première séance d'initiation aux fonctions de deux variables, où nous allons tout d'abord introduire la notion de fonction de deux variables, puis parler de graphe d'une fonction de deux variables, de représentation graphique en trois dimensions. Nous allons ensuite parler de lignes de niveau, puis d'extrémum, globaux et locaux, et enfin nous terminerons avec la notion de continuité. Cette vidéo sera suivie par une seconde centrée autour de l'étude des dérivées partielles d'ordre 1 et d'ordre 2 d'une fonction de deux variables, du gradient de la matrice hessienne. Et nous terminerons enfin par une troisième vidéo où nous étudierons la recherche d'extrémums locaux ou globaux d'une fonction de deux variables sur un ouvert. Je vous souhaite une bonne découverte des fonctions de deux variables. Commençons donc par les généralités. Donc tout d'abord, je rappelle que les fonctions envisagées dans ce chapitre seront toujours des fonctions de deux variables, c'est-à-dire des fonctions de R2 dans R. Et plus généralement, je me limiterai le plus souvent au cas des applications de R carré dans R, c'est-à-dire des fonctions dont l'ensemble de définition est égal à R carré. Nous verrons dans un deuxième temps que la plupart de ces notions peuvent être étendues au cas de fonctions définies sur certaines parties de R carré. Mais pour se familiariser avec les définitions, j'ai pensé qu'il était plus simple de se restreindre aux fonctions dans un premier temps définies sur R carré tout entier, pour éviter les problèmes particuliers. Donc par exemple, les fonctions qui à xy associent x au carré plus exponentielle xy, ou la fonction qui à xy associe ln de x au carré plus y carré plus 1 moins 2xy, sont des fonctions de deux variables. Les variables en présence ici sont les réels x et y. Évidemment, leurs domaines de définition sont effectivement égaux tous les deux à r au carré, puisque x au carré plus y au carré plus 1 est strictement positif et que la fonction logarithme népérien est définie sur R plus étoile. Parlons maintenant de deux familles de fonctions fondamentales que nous allons rencontrer dans de très nombreuses situations. Donc tout d'abord, les fonctions polynômes sur R carré sont toutes les fonctions qui peuvent s'écrire comme combinaison linéaire de fonctions de la forme xy donne x puissance i, y puissance j, où i et j sont des entiers naturels quelconques. Par exemple, la fonction qui a xy associe x au carré plus y carré plus 2xy3, ou la fonction qui a xy associe x au carré y5 moins 2, sont des fonctions polynômes. Mais également la fonction qui a xy associe x au carré est une fonction polynôme bien définie sur R au carré. Le fait que ce soit une fonction polynôme de deux variables ne signifie pas nécessairement que les deux variables interviennent dans l'expression. On appellera ensuite fonction rationnelle sur R au carré toute fonction qui sera le quotient de deux fonctions polynômes. Évidemment, les fonctions rationnelles le plus souvent ne seront pas définies sur R au carré, mais sur l'ensemble des couples xy pour lesquels q de xy n'est pas nul. De la même façon que pour une fonction d'une variable, il est souvent intéressant de s'appuyer sur un graphique pour comprendre l'évolution de cette fonction, il peut être intéressant de faire la même chose pour une fonction de plusieurs variables. Évidemment, on se rendra compte assez vite que si c'est possible pour une fonction d'une variable ou une fonction de deux variables, la représentation graphique pour une fonction de plus de trois variables sera relativement délicate, puisqu'il va nous manquer des dimensions. Je rappelle que la représentation graphique d'une fonction d'une variable se fait en deux dimensions, la deuxième dimension correspondant à l'image. De la même façon, la représentation graphique d'une fonction de deux variables sera en trois dimensions, la troisième dimension étant ajoutée par l'image encore une fois. Introduisons tout d'abord la notion de graphe d'une fonction. Donc si f est une application de R carré dans R, l'ensemble des triplets x, y, z de R3, tel que z est égal à f de xy, est appelé graphe de f. Donc, comme vous le voyez, le graphe d'une fonction, c'est une partie de R3, d'où le fait que la représentation graphique d'une fonction de deux variables se fera dans l'espace à trois dimensions. Et cette représentation graphique sera en général compliquée à faire manuellement, cependant, il sera toujours possible de le faire à l'aide d'un ordinateur, par exemple à l'aide d'un programme Python. Ce qui est le cas de tous les graphiques et de toutes les animations graphiques proposées dans cette vidéo. Un premier exemple pour commencer, la fonction qui à xy associe 2x moins 3y plus 1. Il s'agit ici d'une fonction polynôme, puisqu'on voit bien que c'est une combinaison linéaire de fonctions de la forme x puissance i, y puissance j. 2x correspond à 2x puissance 1 fois y puissance 0. 3y correspond à 3x puissance 0 fois y puissance 1. Et 1 correspond à x puissance 0 fois y puissance 0. On parle ici de fonctions affines, puisque les puissances de x et de y sont égales à 1 au maximum. Voici une représentation graphique de la fonction obtenue avec Python. Donc on peut voir qu'il s'agit d'une représentation graphique en trois dimensions. Python, par défaut, va utiliser des dégradés de couleurs pour me rendre compte du caractère tridimensionnel de cette représentation graphique. Donc on voit ici en base l'axe des abscisses x, l'axe des ordonnées y, et en vertical l'axe des cotes, donc les images z. Avec Python, l'avantage, c'est qu'on peut très facilement faire des rotations de la représentation graphique pour mieux visualiser
la position des points. Là, il s'agit évidemment d'un exemple très basique. Le plus souvent, les représentations graphiques ne seront pas aussi triviales à lire. Étudions maintenant un deuxième exemple, le cas de la fonction qui a xy associe x carré plus y carré. Encore une fonction polynôme. Quand on utilise un programme Python, voilà une représentation graphique obtenue. Encore une fois, on peut déplacer le graphe pour mieux visualiser. On peut observer ici que la fonction semble avoir un minimum. Alors, c'est pas très difficile à vérifier puisque x carré plus y carré est évidemment toujours positif et est égal à 0 en 0, 0. Mais le graphique nous permet de conjecturer l'existence d'un minimum que l'on pourra ensuite démontrer rigoureusement. Et pour terminer, un dernier exemple, le cas de la fonction qui a xy associe x carré plus y carré. On observe ici une représentation graphique tout à fait différente. On aura l'occasion d'en reparler quand on parlera d'extrémum et d'extrémum locaux. On observe que la représentation graphique est ici en forme de selle, comme une selle de cheval. Souvenez-vous de ces termes que nous aurons l'occasion de revoir. Les exemples qu'on a vus ici sont des exemples de fonctions relativement simples, donc les graphiques ne sont pas très compliqués à lire, et la représentation tridimensionnelle peut être jugée adaptée. Cependant, dans un très grand nombre de cas, on verra que la représentation graphique d'une fonction de deux variables est relativement compliquée à lire. Souvent parce qu'il y a trop d'informations, trop de variations, trop de fluctuations dans les formes. Donc dans ces cas-là, il peut être intéressant d'avoir une autre façon de lire le graphique de la fonction. Et c'est pour cela qu'on va s'intéresser maintenant aux lignes de niveau. Donc, définition tout d'abord, f, une application de r carré dans R et k un réel. L'ensemble des couples xy de r carré tels que f de xy égale k est appelé ligne de niveau k de f. Comme on peut le voir, ces ensembles, ces lignes de niveau, ce sont des parties de r carré. Et donc leur représentation graphique va être beaucoup plus facile à lire puisque les représentations graphiques qu'on va effectuer vont être en deux dimensions, donc les graphiques auxquels on est habitué. Comme pour les représentations graphiques tridimensionnelles, nous allons étudier les mêmes trois exemples pour voir ce que Python nous renvoie. Donc tout d'abord la fonction qui a xy associe 2x moins 3y plus 1. Souvenez-vous, nous avons vu que la représentation graphique en trois dimensions était la représentation graphique d'un plan. Donc dans le cas des lignes de niveau, évidemment, si on fixe un réel k et qu'on s'intéresse à la ligne de niveau k, on constate que la ligne de niveau k est l'ensemble des couples xy pour lesquels 2x moins 3y plus 1 égale k, et on reconnaît l'équation d'une droite. Voilà par exemple une représentation graphique de certaines lignes de niveau obtenues avec Python. Donc là, on constate la présence des lignes de niveau moins 15 en haut à gauche. Les couples xy pour lesquels f de xy égale moins 15 se situent ici. Les couples xy pour lesquels f de xy égale moins 12,5, etc. Je vous accorde que l'intérêt des lignes de niveau dans le cas de cette fonction en particulier est relativement contestable. Considérons maintenant la deuxième fonction étudiée précédemment, la fonction qui a xy associe x carré plus y carré. Cette fois, la ligne de niveau k, c'est l'ensemble des couples xy pour lesquels x carré plus y carré égale k. On reconnaît l'équation d'un cercle. Encore une fois, voilà une représentation graphique de certaines lignes de niveau obtenues avec Python. Donc on le voit ici, les lignes de niveau, 0,5 correspond au cercle qui est ici, donc qui nous permet de localiser tous les points de coordonnées xy pour lesquels f de xy égale 0,5. Ensuite, tous les couples pour lesquels f de xy égale 1, etc. Alors, la lecture graphique de ces lignes de niveau ici peut être intéressante, puisque on constate que plus on se rapproche de 0, 0, et plus le niveau de la ligne diminue, autrement dit, plus la valeur de f de xy diminue. Il semblerait qu'il y ait un minimum, encore une fois, autour de 0, 0. Ne pas oublier qu'on a toujours une partie de l'information uniquement, donc il n'est pas exclu que ça ne se passe pas comme ça, dans le cas général. Donc, encore une fois, la lecture graphique des lignes de niveau ne sera qu'un moyen de conjecture. Intéressons-nous enfin au troisième exemple. Souvenez-vous, le cas où la représentation graphique ressemblait à une selle. Donc la fonction qui a xy associe x carré moins y carré. Si on observe les lignes de niveau cette fois-ci, on constate que dans la partie à droite du graphique, donc quand x est grand et quand y est proche de 0 ici, les images, plus on se rapproche de 0, 0, plus elles diminuent en se rapprochant de 0, 0. En revanche, dans la partie haute, on se rapproche encore une fois de 0, 0, mais cette fois-ci en augmentant. Donc ça veut dire qu'on a une partie du graphe qui est en dessous de f de 0, 0 et une partie du graphe qui est au-dessus de f de 0, 0. Donc on n'aura pas de présence d'extrémum. On reparlera des définitions plus généralement
tout à l'heure. Avec la notion d'extrémum, nous entrons maintenant dans le vif du sujet, puisque la plupart des notions introduites dans ce cours ont essentiellement comme vocation de nous amener à l'étude des extrémums d'une fonction de plusieurs variables, étude qui va être relativement importante, par exemple pour un économiste ou pour une entreprise, quand elle cherche à maximiser un bénéfice ou à minimiser un coût. On dit qu'une application de r carré dans R a un maximum global en AB si, quel que soit xy dans R au carré, f de xy est inférieur ou égal à f de AB. Par exemple, on constate que sur le graphique obtenu ici, la fonction semble avoir un maximum autour de 0, 0, égal à 0, ce qui ne sera pas une surprise puisque la fonction représentée ici est la fonction qui est xy associe moins x carré moins y au carré. On dira qu'une application de r carré dans R a un minimum global en AB si, quel que soit xy dans R au carré, f de xy est supérieur ou égal à f de AB. Ces définitions ne sont a priori pas difficiles à retenir puisque ce sont exactement les mêmes que pour une fonction d'une variable. On dira qu'une fonction admet un extrémum global si elle a un minimum ou un maximum. Alors attention au vocabulaire, le minimum ou le maximum quand il existe correspondra à l'image, c'est-à-dire à la valeur de f de AB, et non pas au point AB. Ne pas dire que AB est un extrémum global de f, mais que f de AB est un extrémum, ou alors que f admet un extrémum en AB. On dira qu'une application f a un maximum local en AB si, au voisinage de AB, f de xy est inférieur ou égal à f de AB. Alors pour l'instant, nous n'allons pas préciser ce que signifie au voisinage, nous en parlerons dans un prochain cours. On comprendra, pour l'instant, et c'est l'essentiel, que c'est quand xy est très proche de AB, au minimum, que f de xy est inférieur ou égal à f de AB. Donc par exemple, si on observe le cas de cette représentation graphique-là, on constate que sur le graphique, autour de cette zone-là, c'est-à-dire autour de 0, 0, alors c'est pas forcément très facile à voir que c'est autour de 0, 0, il semble y avoir un maximum local. En revanche, si autour de cette zone-là, le maximum est local, dès qu'on s'en éloigne, la valeur est dépassée, donc il ne s'agira pas d'un maximum global. Et quand on regarde l'évolution graphique, il ne semble pas y avoir d'extrémum global, puisque quand y augmente, la fonction semble descendre très très vite, et quand x diminue, la fonction semble augmenter très très vite. Encore une fois, il ne s'agit que de conjecture, puisqu'on ne peut pas affirmer quoi que ce soit sur ce qu'on ne voit pas sur le graphique. On dira qu'une fonction f admet un minimum local en AB si au voisinage de AB, f de xy est supérieur ou égal cette fois-ci à f de AB. Et enfin, on dira que f a un extrémum local en AB si f de AB est un maximum ou un minimum local. En pratique, comme nous l'avons vu précédemment, la finalité de ce cours est essentiellement d'étudier l'existence et la valeur éventuelle d'extrémums locaux ou globaux d'une fonction de plusieurs variables. Nous verrons plus tard, dans un autre chapitre, comment, en pratique, nous allons effectuer cette recherche. On pourra se souvenir qu'un extrémum global est évidemment un extrémum local de f, puisque quelque chose qui est vrai partout est évidemment vrai au voisinage d'un point. En revanche, la réciproque n'est pas vraie. Ça n'est pas parce qu'il y a un extrémum local, c'est-à-dire qu'au voisinage de AB, f de xy est par exemple toujours plus grand que f de AB, que pour autant, f de xy sera toujours plus grand que f de AB. Terminons par la notion de continuité d'une fonction de deux variables. Et pour cela, je rappelle que si f est une fonction d'une variable, c'est-à-dire une application de R dans R, on dit que f est continu en A si, quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel alpha strictement positif, tel que lorsque valeur absolue de x moins a est strictement inférieure à alpha, alors valeur absolue de f de x moins f de a est strictement inférieure à epsilon. Donc vous connaissez la définition, il est surtout important d'en comprendre la signification. On se souviendra en particulier que valeur absolue de x moins a correspond à la distance entre x et a, et donc dire que valeur absolue de x moins a est strictement inférieure à alpha équivaut à dire que x appartient à a moins alpha, a plus alpha, autrement dit que x est au voisinage de a, que x est proche de a si on choisit un alpha petit. Et donc particulièrement, la lecture de la définition pourra se lire quand x est proche de a, f de x est suffisamment proche de f de a. C'est-à-dire, quel que soit epsilon strictement positif, aussi petit epsilon soit-il, je peux rendre f de x proche de f de a, à epsilon près, dès lors que je choisis un x suffisamment proche de a. Alors pour une raison que j'expliquerai plus tard, on peut se souvenir aussi que valeur absolue de x moins a est égale à racine de x moins a au carré. Alors l'intérêt de tout ça, c'est de dire que cette définition de la continuité va pouvoir s'étendre de manière naturelle au cas des fonctions de deux variables. La seule chose qu'il va nous falloir, c'est introduire une mesure de distance pour pouvoir dire ce que signifie
x est au voisinage de A, x est proche de A. Donc pour cela, on définit une distance d sur r carré en notant d de xy AB, la distance entre xy et AB, qui est égale à la norme de xy moins AB. Et cette distance, on la définit comme étant égale à racine de x moins a au carré plus y moins b au carré. Alors si vous avez des souvenirs de géométrie du collège, dire que racine de x moins a au carré plus y moins b au carré est inférieur ou égal à r, signifie que le point xy se situe à l'intérieur du disque de centre AB et de rayon R. D'où la notion de distance assez naturelle, assez intuitive. Et donc maintenant que la notion de distance est définie, la notion de continuité va pouvoir s'étendre tout naturellement de celle d'une fonction d'une variable, avec exactement la même définition. On dira que f est continu en AB. Si quel que soit epsilon strictement positif, il existe un réel alpha, tel que quand la distance entre xy et AB est strictement inférieure à alpha, alors la distance entre f de x et f de a est strictement inférieure à epsilon. Autrement dit, si je prends un couple xy suffisamment proche de AB, à l'intérieur du disque de centre AB et de rayon alpha, alors f de x est aussi proche de f de a que je veux. Je vous rassure, en pratique, vous n'aurez à peu près jamais à utiliser cette définition, puisque le plus souvent, les fonctions que nous allons rencontrer seront des fonctions de référence continues partout sans aucun problème de justification. En particulier, on pourra se souvenir que les fonctions polynômes sont continues sur R carré, que les fonctions rationnelles sont continues sur leur domaine de définition, que, comme dans le cas des fonctions d'une variable, la somme, le produit de fonctions continues est encore une fonction continue, que le quotient d'une fonction continue par une fonction continue qui ne s'annule pas est encore une fonction continue, etc. Nous en reparlerons dans un autre chapitre. Nous en avons terminé avec cette première partie sur les notions fondamentales de fonctions de deux variables, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures sur la recherche de gradients et de matrices hessiennes. Au revoir!